qui ne connaissent pas Écohabitation, ben on est sans but lucratif, puis notre mission, c'est de transformer le paysage bâti du Québec vers une grosse éco-collectivité, notamment par notre site web, qui est un portail qui est lu par pas mal de monde. Aux dernières nouvelles, c'est 2 millions de visiteurs uniques par année. Fait que ça fait, quand on est combien au Québec? 9, 8 millions? En tout cas, on n'est plus juste la petite marge des écolos, là. C'est un bon lectorat de monde de tous les horizons. On s'occupe encore des quartiers, l'accompagnement de quartiers, puis les municipalités qui veulent vous inciter à mieux construire chez eux. On aide à ce niveau-là. On fait encore lead pour les habitations. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de rénovation ou écohabitation, qui est un programme qui vise... c'est ça, justement, la réno, parce que LEED ne vise pas la réno qui n'est pas à neuf. Donc, mais avant, je vais commencer par vous parler des principes en bâtiment vert qui sont super simples. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est de réduire les intrants d'énergie, d'eau et de matériaux dans nos bâtiments. Et à l'autre bout, de réduire les pertes d'énergie, les sortants côté eau usée et de déchets. Fait que plus on applique des pratiques durables, plus on réduit les déchets. C'est une équation assez simple, mais dans la pratique, c'est pas évident à réduire ce qui rentre et ce qui sort. Et on sait que maintenant, on peut faire de l'analyse cycle de vie. Moi, je suis formé en environnement. On s'amuse à pitonner des chiffres dans des logiciels pour voir quel est le choix le plus environnemental de tout. Et on sait que, bizarrement, quand on fait le bilan d'une maison unifamiliale, par exemple, le plus grand impact environnemental n'est pas le gros œuvre, finalement. C'est pas le rough. C'est vraiment ce qu'on met par terre, sur le toit et sur les murs intérieurs. C'est de la finition, en gros, de toutes les surfaces parce que c'est des matériaux qui se remplacent fréquemment sur le cycle de vie d'une maison. Fait que c'est bizarre que les couvre-planchers de tapis, là, ceux qui me connaissent savent que j'ai pas des mots tendres envers les tapis dans les sous-sols, en haut, les marches. C'est pas bon, on devrait les bannir, mais les planchers flottants, c'est l'autre fléau auquel on fait face, surtout dans les sous-sols et dans les pièces supérieures. Mais ça a autant d'impact environnemental que les tapis. On sait que nos maisons, avec l'évolution des normes, ont commencé à réduire beaucoup la consommation d'énergie, mais on a aussi le contre-coup qui est l'augmentation de l'impact au niveau de l'impact environnemental au niveau des matériaux. Les matériaux à l'époque, là, en 1900, c'était pas mal des affaires tirées du Grand Montréal, du bois, de la laine, du crin agricole. C'était toutes des choses hyper naturelles. Puis avec le temps, c'est devenu de plus en plus pétrochimique, ce qui fait que l'impact augmente au niveau des matériaux, mais on fait de grands gains au niveau de la consommation d'énergie. Maintenant, ça, c'est un graphique des coûts climatiques. C'est une nouvelle affaire. Vous allez entendre parler du carbone neutre. C'est les bâtiments où on compense le coût climatique en gaz à effet de serre des matériaux qu'on a utilisés, mais aussi de l'énergie qui va être consommée par notre maison. Et on va pouvoir vendre des crédits en bourse. Je ne parle pas de dans 10 ans, là. C'est pour tout de suite. Les early adopters pourront désormais compenser
carbone et vendent du carbone neutre. Belvédère, l'entreprise à Benoît le fait déjà. Mais ici, c'est le bilan d'une maison de Belvédère. Et on voit qu'au niveau de tous les impacts gaz à effet de serre sur 60 ans de la vie d'une maison, c'est quoi qui a coûté le plus? On sait que le bois utilisé donne un négatif parce que tu sors du carbone de l'atmosphère, tu mets ça dans les murs, ça reste là. Et en fin de vie, ben, c'est relâché à la déconstruction. Mais quand on regarde la consommation d'énergie, je vais vous le montrer directement, là. Nous, on travaille beaucoup en efficacité énergétique pour se rendre compte que l'impact climatique de la consommation d'hydroélectricité pendant 60 ans n'est même pas une fraction de la manufacture des composantes au niveau des gaz à effet de serre emprisonnés créés par un bâtiment. C'est juste pour dire que souvent, on colle sur la consommation énergétique. Un bâtiment vert est avant tout, au Québec, là, est avant tout un bâtiment qui est construit en prenant soin des pratiques pour éviter la surconsommation de matériaux. Fait que je rejoins toutes les autres conférences sur les bonnes pratiques qui évitent le remplacement. Et pour avoir travaillé et conseillé beaucoup de monde dans la construction neuve, pour un organisme comme nous, on sait que c'est assez limité l'impact. Avec la partie 11 depuis 2012, on sait que les maisons sont assez isolées et que tout ce qui se construit à neuf n'est même pas 1% du parc. Fait que quand tu veux influencer le Québec en entier, là, c'est vraiment le 99% et la rénovation. Fait qu'écohabitation, c'est beau. Le neuf, là, on le sait, là, les petites thermopompes, fenêtres triples, sur-isolation, au moins R10 dehors. Je veux dire, la formule, là, on l'a faite 1000 fois. C'est facile. C'est facile du neuf. La réno, il là. Attachez vos trucs. Mais le potentiel pour réduire l'impact et de mieux faire est vraiment concentré là. On sait que même au Québec, les propriétaires qui souhaitent faire des rénovations veulent la grande majorité les faire de façon plus écologique. Il y a des subventions, Réno-Climat, qui est encore en place. Et ce qui est bien, c'est que présentement, il y a Rénovert aussi. Fait que c'est sûr que ça stimule ceux qui travaillent en réno pour qu'ils qu'ils proposent des travaux qui augmentent l'efficacité énergétique parce que les gens ont 20% de remise en crédit remboursable jusqu'à 10 000 $. Fait que j'imagine l'impact se fait sentir au niveau de ceux qui rénovent. C'est rare qu'on peut faire du double dip. On ne fait pas ça dans les trempettes, mais en subvention pour la réno efficace aujourd'hui, c'est permis. Ça touche surtout, je dirais, les ventes de portes et fenêtres. Mais les portes et fenêtres en réno, c'est bizarrement pas loin d'être la mesure la plus efficace pour économiser de l'énergie. C'est plus sur la réfection des portes et fenêtres. C'est une réparation, juste l'étanchéité. On peut aussi ajouter des pellicules faible émissivité en rouleau. Un Lowy là, peut s'ajouter à une vieille fenêtre. Même un thermos, on peut ajouter la pellicule à 30 cents du pied carré environ, là, et on peut atteindre des performances d'une fenêtre pratiquement neuve à une fraction du prix. Ensuite, ouais, c'est ça, c'est Rénovert, Réno-Climat touche l'efficacité énergétique. Nous, de moins en moins, ce n'est pas la consommation électrique qui nous inquiète, c'est beaucoup les matériaux. Donc, on a créé Rénovation et Cohabitation, qui est juste 10 choses par pièce dans sa maison
qu'on peut appliquer de façon volontaire. Ce n'est pas une certification, à part dans les villes comme Varennes, Victoriaville, Saguenay, tout le Grand Chicoutimi maintenant subventionne les entrepreneurs qui font des travaux avec rénovation et cohabitation. On applique les bonnes pratiques qu'on suggère. Fait que ça, c'est les pièces touchées, cuisine, salle de bain, sous-sol. C'est sûr que c'est là où on fait la grande majorité des rénaux. Exemple, cuisine. C'est quoi les 10 choses qui rendent une cuisine plus écologique en dehors de l'isolation des murs et d'aider les fenêtres? Bien, c'est ça, c'est de gérer les déchets. En impact environnemental, vous avez le pourcentage à côté là, de l'impact que ça donne. Gérer les déchets, les recycler, bien cheminer ces déchets de rénovation, c'est quand même plus que le tiers de l'impact environnemental d'une job de cuisine. Mettre du gypse synthétique sur à l'intérieur, je peux vous montrer quelques exemples. Mais notre calculatrice en ligne, c'est tout à fait gratuit, là, ça va te donner l'impact environnemental en façon plus tangible, là, au niveau des dollars par année de kilowattheures économisés, de nombre de litres par année économisés ou le nombre de tonnes de gaz à effet de serre. Et c'est bien travailler avec ses clients comme Nicolas. En réno, c'est pas évident de comprendre ce que les gens veulent. Il faut leur faire parler, comme notre conférencière du midi nous a expliqué. Mais pas juste leur faire parler, il faut mettre le tout sur papier. Et un entrepreneur qui évite la cour souvent, là, et souvent un entrepreneur qui va s'entendre et mettre les choses par écrit avec leurs clients. Parce que de lire les pensées des gens, c'est un don, j'imagine. Moi, je ne suis pas doué là-dedans. Moi, j'aime ça quand c'est écrit sur une feuille. Et compris les gestes écologiques. Quelqu'un qui dit « Oh ouais, moi, je suis développement durable, je suis sur le comité, je connais ça, je vais vous arranger ça. » Mais quand on le met par écrit, tout ce qu'on va faire, les gens voient le sérieux de notre démarche. Cuisine. Il y a de la durabilité fonctionnelle, durabilité au niveau de la dégradation physique d'une cuisine. Il y a la durabilité esthétique aussi. Comme une cuisine 1900, c'est quoi ça, 76 à gauche, une cuisine 1991. C'est pas que la cuisine est en ruine, c'est qu'on a peut-être envie de rénover pour des raisons qui ne sont pas fonctionnelles. C'est plus esthétique. Fait qu'on aime bien aider les architectes de penser, OK, le dernier cri de Milan, cette année, est-ce que ça va être encore désirable dans 10 ans? Et de juste être conscient de l'impact de notre design pour la durabilité. Ensuite, par exemple, dans rénovation et cohabitation, on oblige des hottes. Tu rénoves, là, c'est fatigant d'amener une hotte jusqu'à l'autre bout, c'est pas évident, mais c'est une exigence minimale. Les villes où on certifie les rénovations et cohabitations, ça vaut même pas des petits points dans ton bilan, là, c'est obligatoire. Et c'est sûr que la plupart des polluants dans les maisons proviennent de la cuisson. Donc, très important d'avoir de l'extraction. Les rapports de tri, ça se fait avec LEED. C'est sûr que les transporteurs de compagnies de déchets font des beaux rapports détaillés avec tout ce qu'il y a dans ton conteneur. Ils peuvent te dire exactement le pourcentage recyclé. Fait que c'est des programmes, des normes volontaires comme Rénovation ou LEED qui ont systématisé ça. Il y a aussi des bonnes pratiques comme de vérifier notre fournisseur de gypse. Le gypse, c'est
un énorme impact environnemental, surtout en fin de vie. Ça crée des pluies acides quand ça moisit dans un site d'enfouissement. Parce que c'est composé d'azote en grande partie. Donc, mais pour diminuer l'impact, c'est simplement de prendre du CGC ou du Certainteed pour être sûr que c'est du gypse synthétique. C'est fait avec des matières 100% recyclées plutôt que du gypse tiré d'une mine, du gypse vierge. Donc, c'est une affaire dans ses fournisseurs pour rénovation et cohabitation, ou par exemple un éco-entrepreneur qui s'engage à surveiller ses fournisseurs au niveau des provenances côté matériaux recyclés. C'est pas compliqué, je veux dire. Ces marques-là dominent le marché. C'est pas comme si... Mais c'est d'éliminer ceux qui sont pas de cette composition-là. Peinture, tout le monde l'a dit. Trop facile à cette heure d'aller avec du zéro composé organique volatile. C'est plus juste le faible émission qui est à viser. Aider ses clients à penser à son rangement pour avoir de la place. Tu sais, la récup, c'est bien le fun, mais quand c'est à l'autre bout de la cuisine, là, c'est comme le réflexe de pitcher ses déchets à la place la plus proche vont être... c'est ça, créer un défi au niveau de ses bonnes habitudes, fait que de créer des bons postes de tri. C'est les 10 petites choses qu'on veut qu'on pense dans une cuisine. Vous pouvez l'utiliser, c'est très pratique. Ensuite, pour ces fournisseurs de matériaux, on a des petites règles, les 2 sur 4. Il faut que nos matériaux aient 2 sur 4 dans les 4 choses qu'on aime. Est-ce que c'est sans COV, les composés organiques volatiles qui diminuent la qualité d'air? Est-ce que c'est régional, fait au Québec, par exemple? Est-ce que ça a du contenu recyclé ou c'est d'une croissance rapide ou d'une forêt certifiée FSC? Et surtout, est-ce que ça a une durée de vie qui fait plus de 25 ans? Un plancher stratifié, flottant, mettons, c'est dur de justifier que ça va durer plus que 25 ans. C'est plus dans les dizaines que ça dure. Donc, quand on a 2 de ces éléments-là sur 4, c'est déjà indicateur d'un bon produit. Jusque dans les planchers de bois franc usinés ou planchers de bois franc non engineered, là, on peut avoir du pré-huilé maintenant. Ça évite qu'on aille à les sabler à grandeur et à revernir dans le temps. Puis en plus, les designers adorent le look que ça donne, là. Fait que du pré-huilé, on dit proposez-le, le monde va être très content, puis l'environnement va en bénéficier au très long terme. Porte d'armoire, mettre des choses qui n'ont pas d'aggloméré dedans. L'aggloméré est une bombe à retardement qui se relâche en 5 ans et qui diminue la qualité d'air des rénaux ou des constructions neuves. Quand on y va avec des agglomérés sans urée formaldéhyde ou carrément de la vitre comme ça, ou il y a toute une série de solutions au niveau des comptoirs, les caissons et les matériaux des caissons. Il y a des composites, le quartz, c'est plus cher, le monde aime ça, mais vous pouvez leur dire le stratifié, là, le pré-moulé. Combien de fois en dedans de 30 ans est-ce que vous allez changer votre comptoir? C'est quoi le vrai prix annuel des matériaux de finition? Ce n'est pas juste une question prix d'achat. C'est comme l'efficacité énergétique. Oui, on a des arguments sur le retour sur l'investissement, mais des matériaux de qualité aussi. Il y a un vrai retour sur l'investissement. Et un jour où notre choix plus durable va être plus payant que de prendre quelque chose de cheap et jetable. Caisson, bien, c'est... il y a plein, tu sais, Tafisa et Uniboard, ils ont tous des formulations
d'agglomérés maintenant sans usuré formaldéhyde. Quelques exemples du sous-sol au niveau des impacts de l'humidité. On est quand même assez sévère, là. On ne veut pas dans le programme rénovation et cohabitation volontaire, on ne veut pas de polythène devant les cavités isolées. Merci Owens Corning pour la photo. On ne veut pas de plancher flottant au sous-sol posé directement contre le béton, surtout quand c'est du béton non isolé, parce que ça va pourrir. C'est garanti. Il y a des bonnes pratiques où ça prend une isolation minimale sur l'ensemble de la surface du béton du sous-sol, sinon c'est mal parti. Combien de fois on a un service réponse aux questions techniques du public sur le site des cohabitations? Puis je dirais que la moitié, c'est des problèmes de sous-sol. Et c'est souvent quoi mettre sur mon plancher pour que ça dure longtemps. Puis c'est sûr que ce n'est pas de la matière organique et c'est sûr que tout va pourrir à moins d'isoler et ensuite mettre du couvre-plancher ou recouler une chape de béton. De faire un bon travail de drainage des matelas drainants, des regards de nettoyage. Il n'y a pas juste quand tu descends un boyau chez ton frère, là, Marco, quand tu descends le boyau, c'est sûr que ça prend le détail d'aller dans les deux sens là, avec le double Y. Sinon, si tu veux que ton boyau aille à droite pour faire le flush, là, tant pis, t'es pogné si tu n'as pas le potentiel d'aller dans les deux sens. Moi, les cohabitations est toujours spécialisée dans les bonnes pratiques, un petit peu l'étape après que les autres suivent en général. Là. Nous, c'est le rainuré, là, le boyau noir et perforé et rainuré. On dit, faites pas ça. Mettez donc du BNQ perforé à la place, même pour s'informer si c'est un bon produit au bon endroit. Vaut mieux juste y aller avec quelque chose de qualité garantie. Puis en plus, c'est sûr que c'est comme un peu les gros tuyaux rainurés, c'est comme un gros cobra là, qui est dur qui est tout le temps twisté, qui va toujours être contre-pente. Un bon tuyau non flexible, là, droit, en plastique blanc, va faire la job. C'est beaucoup plus facile à poser et à enterrer comme du monde. En réno, une autre affaire pour le bon drainage, ça se fait des drains français au périmètre, mais à l'intérieur, si on finit par casser la dalle, ça va avoir le même impact. Ce n'est pas souhaitable. Là. On préfère arrêter l'entrée d'eau de l'extérieur, mais quand on ne déterre pas de l'extérieur, vaut mieux profiter du dégarnissage de la dalle pour poser un drain français à l'intérieur, mettre l'isolant, ensuite le polythène par gaz radon, et de recouler une nouvelle dalle. Puis les clients, ils adorent les planchers de béton lissé. C'est la grosse mode et c'est le fun, c'est le plancher le moins cher qui soit. Là. Il n'y en a pas de couvre-plancher. Tu payes une job et tu mets un densificateur de béton sur la dalle et c'est un plancher à toute épreuve, surtout à un endroit qui risque d'être inondé, soit par les chauffe-eau qui pètent en haut ou des montées des nappes éventuellement. Donc, un autre programme qu'on a mis sur place, c'est l'indice solaire passif. C'est une initiative des cohabitations pour répertorier les projets qui sont hyper isolés. On parle de extra code, là, mais là, la porte d'entrée, c'est 3 fois
plus performant que le code, la partie 11. Donc, c'est vraiment pour s'inspirer des, par exemple, Passivhaus, là, les normes européennes. Et on a fait une étude d'économie, de rentabilité de l'hyper-isolation, comme d'isoler à des niveaux extrêmes. Pour une MRC qui va en faire un méchant paquet, on a calculé que de réduire de 3 fois la performance énergétique au niveau des kilowattheures au mètre carré de coût de chauffage annuel. Ça coûtait à peu près 15 000 $. On a eu des soumissions indépendantes. Fait que pour 15 000 $ d'investissement de plus sur une maison neuve, on voyait que ça donnait plus de 150 $ d'économie en énergie mensuellement. Et c'est ça, en total, c'est 6 % moins cher par année pour opérer une maison hyper isolée qu'une maison normale. C'est sûr que d'aller à la colonne à la droite complètement, réduire à des niveaux de standards de consommation à l'européenne, c'est plus cher, mais c'est quand même pas débile. Fait que c'est des arguments à montrer à ses clients. Il y a aussi éco-entrepreneur. Vous en avez entendu parler aujourd'hui. On a revu le programme, on l'a assoupli parce qu'on voyait que les 12 gestes là, obligatoires, que mettons qu'ils suivent chez Projet Nicolas, c'était peut-être trop. Il y en a certains qui ne pouvaient pas ou difficilement embarquer avec le programme. Donc, on a réduit ça à 6 gestes obligatoires qu'on choisit parmi la liste. Fait que c'est... Puis ceux qui veulent en faire 12, bien, tant mieux, ça va être affiché sur le site d'Éco-Entrepreneur. Vous pouvez les afficher sur vos sites. Mais en gros, on voulait structurer un peu sur vos sites web, là, notre vision avec les petites gouttes puis les petites feuilles développement durable, là, nos valeurs. Ces sections-là, il faut mettre de quoi, hein? Tu ne dis pas juste « on est écolo, point », là. C'est quoi? Puis malheureusement, la clientèle pour ce type de réno, de construction-là, sont pas mal éduqués. Ils ont plus d'argent aussi que la moyenne. C'est pas des deux de pique. Fait que quand on dit qu'on fait quelque chose de bien, il faut vraiment avancer ce qu'on fait. Il ne faut pas que ça soit n'importe quoi. Fait qu'éco-entrepreneur, on vous en donne une liste, là, vous sélectionnez, puis au moins, ça simplifie toute la démarche. Fait qu'il y a toute une série de raisons. En gros, ceux qui font une bonne job, souvent, ne sont pas très bons en communication pour faire connaître l'effort qu'ils font. Quand on est trop occupé à bien travailler, là, on a moins le temps pour en jaser à tout le monde, pour montrer à quel point qu'on est bon. Fait que c'est ça, l'éco-entrepreneur crée des outils pour ceux qui veulent une solution plug and play pour leur démarche développement durable. Fait que c'est ça, mettons la fiche de Benoît, il fait un méchant paquet d'affaires. Il n'est pas obligé de faire tout ça, là. Tout ce qui est coché, les petits crochets verts qu'on voit en dessous, là, il peut en faire 6 minimum, puis le reste, c'est volontaire. Puis souvent, les projets comme LEED, on ne peut pas le dire « on est entrepreneur LEED » du jour au lendemain, parce qu'il y a des programmes qui touchent le bâtiment, pas notre entreprise. Et on n'a pas le droit de dire le drapeau puis la carte qui dit « je suis LEED » et tout ça, là, parce que c'est rien que nos maisons qui peuvent l'être. Éco-entrepreneur, c'est un peu la solution pour ceux qui veulent montrer à leur clientèle qui connaissent ça, qui font partie de la nouvelle génération qui applique ça pour vrai et qui peuvent l'afficher
et qui vont mettre les droits de mitrailler tout votre matériel promotionnel tant que vous voulez, là, qui est toujours une frustration au niveau de ceux qui font du lead. Et il y a aussi la possibilité dans Éco-entrepreneur de s'améliorer, comme Benoît puis Nicolas, c'est quand même, ils ont le statut pas juste plus parce qu'ils ont construit Novo Climat 2 ou LEED ou Rénovation et Cohabitation. Ils ont aussi, ils prennent la parole, la preuve ce matin, pour jaser de ça dans la communauté. C'est le niveau éco-entrepreneur ambassadeur parce qu'il y a les trois strates pour sa progression dans le temps. Fait que je pense que ça fait le tour. En passant, la dernière formation éco-entrepreneur en personne va être le 1er février. Fait que ça, c'est avec Benoît Lavigueur que vous avez vu ce matin. Après ça, ça va passer à de la formation en ligne. Donc, vous pourriez passer des demi-heures quand vous voulez. Et ça va être l'examen. Tous les autres parties de la démarche vont être en place quand même. Mais il y a d'autres formations. Si vous voulez voir un peu ce que la GCR vont faire en 2028 à peu près, là. On a bonne pratique pour les pros. C'est les extras, nouvelles affaires. Comment construire les maisons passives. Éco-construction, le cours LEED en images, là. Fait que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous dire. Merci.